de la ville de Nanterre, puisque nous sommes aujourd'hui dans le suivi des taux d'insertion en rue dans une situation de déficit de notre territoire par rapport aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il se trouve qu'effectivement, comme disait Patrice Marchal, et pour une information complète de notre assemblée, il y a aujourd'hui 80% du retard qui s'élève à un peu plus de 20 000 heures qui sont imputables à l'office municipal, malheureusement. Et je trouve que c'est particulièrement dommage de la part d'un organisme qui est intimement lié à la municipalité. Évidemment qu'il y a, comme l'a dit Marie-Claude Garel, la présidente de l'office, la difficulté qu'a rencontré l'office sur le début de l'opération du Petit Nanterre, parce que la convention d'insertion a été signée un petit peu après le démarrage des travaux sur Petit Nanterre. Néanmoins, il y a deux autres périmètres. Il y a la province française, il y a les espaces extérieurs des Touraillots qui sont concernés par ces objectifs d'ordre d'insertion et sur lesquels on n'a pas pu observer malheureusement de reprise de rythme, si je puis dire, de l'office, malgré un certain nombre d'alertes qui ont été posées en comité de pilotage par l'AMF et par les services de l'État. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a eu un raté et sur lequel il nous faudra maintenant être beaucoup plus offensif, en tout cas beaucoup plus décidé dans la réalisation du rattrapage de ces heures, par exemple avec un chantier d'insertion qui permettrait d'avoir d'un coup plusieurs milliers d'heures effectuées dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, puisque je le rappelle, toutes les heures qui sont effectuées en dehors des périmètres des opérations de rénovation ne sont pas prises en compte et donc peuvent faire preuve d'une certaine bonne volonté de l'office, mais malheureusement ne viennent pas au bilan de l'opération. Et ce que je veux dire là-dessus, pour terminer sur ce point-là, c'est que l'opérateur en bout de ligne, ça n'est pas l'office, c'est la ville. C'est l'opérateur en bout de ligne, celui qui fait les espaces publics une fois que tous les bâtis sont réalisés, ce ne sont pas les bailleurs sociaux, c'est bien de la collectivité territoriale, et évidemment tout ce qui n'est pas fait au fur et à mesure de l'opération se cumule, jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation où la VRD et les espaces publics sont réalisés par la ville. La ville, pour l'instant, elle tient ses objectifs d'insertion et je crois qu'il faut que désormais l'office municipal mette tous les moyens en œuvre pour rattraper le retard qui a pu être observé. Je voulais aussi faire un petit complément sur la question de l'emploi et du chômage suite à l'intervention de Pierre Creuset. Hier, je réunissais la commission extra-municipale d'économie. Il se trouve que l'ordre du jour portait précisément sur l'évolution de l'emploi à Nanterre, du chômage, parce que ce n'est pas la même chose. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à mettre en phase les emplois et les demandeurs d'emploi à travers les dispositifs de qualification. Ce que je peux, de façon très synthétique, vous dire ce soir de ce que nous nous sommes dit hier, c'est que d'abord, comme le reste du territoire national, comme le reste du territoire régional, mais plus fort que le reste du territoire départemental, Nanterre a subi une hausse importante du chômage qui s'élève à plus 4% en gros entre le dernier trimestre 2009 et le dernier trimestre 2010. Cette hausse du chômage, elle porte en premier lieu, elle est subie en premier lieu par les seniors, ce qui était quelque chose de relativement peu connu à Nanterre jusqu'à il y a 3-4 ans. On avait un important chômage des jeunes et où le chômage des seniors était peu visible dans notre territoire alors qu'il existait ailleurs. Aujourd'hui, cette tendance s'est renversée. Il y a un chômage des seniors à Nanterre. Et l'autre élément important, c'est que ce chômage et cette croissance du chômage, quand on regarde par rapport au niveau de qualification, on s'aperçoit qu'elle est subie, que ce sont toujours les diplômés du supérieur qui sont le mieux protégés du risque de chômage, et que ceux qui sont les moins protégés, les moins bien pourvus, contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple, ce ne sont pas les CAP BEP, qui s'en sortent pas trop mal, ce sont les titulaires du bac. C'est-à-dire le bac sec, le bac et rien d'autre. Eux ont des bien plus grandes difficultés d'accès à l'emploi qu'un titulaire de CAP-BEP qui a quand même une qualification spécialisée dans un métier, ce qui n'est pas le cas des bacheliers. Donc ça, c'est une préoccupation vraiment importante sur laquelle on a été amené à échanger de façon fructueuse, je crois, hier. Et pour vous donner
de lieux de formation qualifiante sur les 3 principaux secteurs professionnels en tension, que sont le bâtiment, le transport logistique. Alors quand on dit transport logistique, c'est par exemple pour être conducteur d'engin, de chantier, etc. Et l'hôtellerie-restauration. Et le fait que nous ne disposons pas de ces lieux de formation pose un vrai problème d'équilibre et de sas de passage des demandeurs d'emploi vers l'emploi. À mes yeux, c'est le même type d'enjeu que nous avons vis-à-vis du maintien de l'activité productive en petite couronne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs de la formation qui nous disent, vous comprenez, c'est trop cher. Mais en fait, c'est trop cher pour mettre un lieu de formation parce qu'on a besoin d'espace pour faire une plateforme bâtiment, etc. Or, aujourd'hui, ces besoins en formation, ils sont ici. Ils ne sont pas au fin fond de la forêt du Val d'Oise. Donc même si ça coûte moins cher, vous allez mettre le centre de formation au fin fond de la forêt du Val d'Oise, s'il n'y a que 20% des stagiaires du début de la formation qui arrivent à la fin, on n'atteint pas l'objectif. Et donc moi je crois que ça c'est un vrai défi politique que nous avons, que nous sommes en mesure de porter en tant que collectivité territoriale vis-à-vis des acteurs de la filière formation. C'est l'AFPA, mais ce sont aussi les filières professionnelles, les fédérations du bâtiment par exemple, on peut interpeller là-dessus pour leur dire vous n'allez pas aller mettre votre centre au fin fond de l'Île-de-France, on va créer les conditions pour le faire en zone dense. Voilà, donc c'est là-dessus que je voulais apporter des compléments.